des acteurs du secours. En fin de conférence, on abordera le cas des acteurs du secours d'urgence face à ces risques. Oui, très bien, très bien. Bonjour, merci d'être là, bienvenue. Ça arrive, on va pouvoir commencer. Justement, on vous attendait. Donc merci d'assister à cette conférence dédiée aux maladies que l'on pensait éradiquer. Alors, le sont-elles vraiment ? On sait que plusieurs signes de résurgence ont alerté les pouvoirs publics ces dernières années. Qu'en est-il de celles qui sévissent encore dans les pays chauds ? Le réchauffement climatique peut-il favoriser leur retour en métropole ? Nous aborderons également le cas des acteurs du secours. Sont-ils des cibles privilégiées ? Donc pour répondre à ces questions et aussi aux vôtres, puisque c'est une discussion qu'on espère participative, donc n'hésitez pas à réagir ou à poser des questions. Donc nous avons le docteur Pierre Gazin, médecin et chercheur à l'Institut de recherche et de développement et chercheur en parasitologie. C'est ça, rassurez-vous, il va nous expliquer ce que c'est. Voilà, je vais tout de suite lui laisser la parole pour une introduction. Vous vous mettez comme vous voulez. Allez. Tac, on va vous brancher les micros. Ça marche ? Oui, je pense que ça marche. Non, mais très simplement, parce que ça fait des grands termes, c'est un peu impressionnant. Donc moi, je suis de formation, je suis médecin, mais comme des tas d'autres personnes sont médecins. Et j'ai passé l'essentiel de ma vie professionnelle en tant que chercheur de l'IRD, de l'Institut de recherche pour le développement, qui est un organisme public français qui travaille dans les pays en développement, sous-entendu pays en développement et tropicaux. Et en tant que parasitologiste, j'ai travaillé essentiellement sur le paludisme et accessoirement sur d'autres maladies parasitaires et les liens qu'il y a entre ces maladies, le climat, les infrastructures créées par l'homme, en particulier les barrages et les retenues d'eau, et le développement et l'évolution de ces maladies. Donc, mon regard... Et alors, j'ai continué à garder quand même une pratique médicale pour ne pas m'en couper, donc j'ai quand même gardé un regard sur le fonctionnement ici. Mais bien entendu, mon point de vue, ma perception sont d'une part de quelqu'un qui travaille surtout sur les maladies infectieuses et d'autre part très orienté par les années passées dans les pays tropicaux, c'est-à-dire dans les pays tropicaux pauvres où les problèmes de santé sont graves. Ce n'est pas des petites choses accessoires. Donc parfois, et vous le sentirez, j'ai parfois un petit peu d'ironie par rapport au discours qu'on peut entendre chez certains ici, très pessimistes, la santé ne fonctionne pas bien, les maladies s'aggravent, etc. Et d'emblée, je vous dis à ceux qui parlent comme ça, prenez l'avion, débarquez à 5000 km au sud d'ici et votre regard évoluera très très vite. Alors, pour parler de la santé en France, on évoque beaucoup les difficultés dans la démographie médicale. Ce n'est pas tout à fait faux parce qu'il y a effectivement des zones qui sont en train de se désertifier, particulièrement en termes de médecins généralistes, mais aussi parfois en termes de spécialistes, aussi en termes de maternité. C'est vrai pour des zones rurales, des zones où les jeunes médecins n'ont pas trop envie d'aller s'installer pour des tas de raisons humaines assez compréhensibles. Mais globalement, on n'est pas du tout un pays qui manque de médecins. Donc j'ai vérifié hier, il y a 200 000 médecins ou 195 000 médecins en activité en France, ce qui fait quand même un médecin pour 350 individus. Alors, j'entends bien, ce n'est pas tous des médecins praticiens, ce n'est pas tous des généralistes. Enfin, un médecin pour 350 individus, 350 habitants, ça fait un taux considérable. Deuxièmement, on a un système hospitalier qui ne marche pas si mal. On peut toujours critiquer tel ou tel point, dans l'ensemble, il fonctionne. Et un système d'urgence qui marche pas mal. Là aussi, vous allez toujours trouver des personnes qui vont vous dire « Oui, mais moi, j'ai attendu ». Les gens qui ont attendu longtemps aux urgences, c'est souvent des gens qui arrivent pour des choses assez bénignes, voire « Docteur, cette nuit, je ne dormais pas ». Ben oui, nous non plus. Voilà, alors du coup, ça fait des gens qui attendent. Ben oui, mais quand vous arrivez avec une gueule de quelqu'un qui a peut-être un infarctus, peut-être pas, mais qui a une gueule peut-être d'infarctus ou d'ulcère perforé, vous attendez pas. Donc, dans l'ensemble, ça fonctionne.
Alors, vous allez me dire que je suis d'un grand optimiste. Peut-être pas pour tout. Mais en tout cas, voyons une chose sur la santé, c'est comment, au final, la meilleure manière d'apprécier la santé, c'est sur les données démographiques. Aujourd'hui, l'espérance de vie en France pour un homme, sexe masculin, à la naissance, 79 ans, mais ça ne veut pas dire que ceux qui naissent aujourd'hui vivront 79 ans. Hein. C'est aujourd'hui pour ceux qui sont nés il y a 79 ans environ. Une femme, 85 ans. Les femmes vivent plus longtemps que les hommes pour différentes raisons, mais entre autres parce qu'elles sont un peu plus prudentes. Elles ont un peu moins d'accidents. Elles fument un peu moins, mais elles font un gros effort pour rattraper les hommes dans ce genre de bêtises. Elles sont un peu moins violentes. Elles faisaient un peu moins d'infarctus. Elles ont tendance un peu à les rattraper. C'est-à-dire que les hommes font moins d'infarctus et les femmes en font plus. Ça a tendance à se rattraper. Ces chiffres... c'est une moyenne qu'il faut bien comprendre. Tout le monde qui a fait un tout petit peu de démographie sait que ces chiffres qui sont parlants, en fait, intègrent les décès de la première année de la vie. Alors, ils sont devenus très bas en France, mais il y a quand même toujours des enfants qui décèdent pendant la première année de la vie. Dans les différents pays européens, parce que ce qu'on raconte sur la France, vous le retrouvez dans les autres pays européens voisins, enfin, en tout cas de la partie occidentale de l'Europe. On a entre 3 et 4 enfants qui décèdent sur 1000, 3 ou 4 enfants qui décèdent sur 1000 pendant la première année de vie. Donc, c'est très peu par rapport à d'autres pays. C'est pas nul. Hein. C'est une réalité que chacun d'entre nous peut avoir connue, soit par ses propres enfants, soit par des proches. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on exclut cette mortalité de la première année de la vie, aujourd'hui, lorsqu'on atteint l'âge de 60 ans, on a une espérance de vie de 27 ans pour les femmes, donc 2 ans de plus que les 85 ans, et de 23 ans pour les hommes. Voilà, bon, c'est ça. Aujourd'hui, un homme qui atteint 60 ans a une espérance de vie encore de 23 ans. Encore une fois, c'est une moyenne. Certains peuvent mourir demain matin. Et puis, très intéressant aussi, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Un peu difficile à définir, ça veut dire que la personne est autonome, mais pas qu'autonome. Elle peut avoir des traitements, elle peut avoir des maladies chroniques, elle peut avoir du diabète par exemple, mais en tout cas elle n'est pas obligée d'arrêter de travailler, elle n'a pas besoin d'une aide permanente qui s'occupe d'elle, de cette personne tous les jours. Et là, les Français sont un peu pessimistes parce qu'ils se donnent une bonne santé jusqu'à 63 ans pour les hommes et 64 ans pour les femmes. Et des pays voisins comme l'Italie se donnent 2 ou 3 ans de plus. Je ne mets pas du tout en cause l'Italie, que j'apprécie beaucoup, mais je pense que c'est plutôt la manière de compter qui fait la différence. En gros, maintenant, on arrive à 65, 66, 67 ans, plutôt en bonne santé. C'est pas rare de voir quelqu'un qui a 70 ans veut monter sur le Mont Blanc. En 1950, à 65 ans, on était un vieillard et la mémé, on la mettait dans la cheminée. Pas dans le feu, mais au chaud, sur les bords de la cheminée. C'est des choses qui sont terminées. Si tout ça c'est terminé, c'est globalement le résultat d'une santé qui fonctionne bien. C'est pas possible de prendre chaque petit bout. Est-ce que c'est les généralistes, pas les généralistes, le public, le privé, etc. C'est 80 ans d'évolution, à la fois de la qualité technique des soins, de l'accès à la sécurité sociale pour tout le monde maintenant, le niveau général d'éducation qui est très très important et pour l'état de santé. Et puis, la bonne alimentation aussi. Voilà, tout un contexte qui fait qu'aujourd'hui, on vit vieux on vit en bonne santé et vieux, on reste en bonne santé jusqu'à un âge avancé. Cependant, on finit quand même par mourir. Hein, ça, on n'a pas supprimé la mortalité. Je ne sais pas si un jour on la supprimera. Je ne sais même pas si c'est à souhaiter. Voilà, donc c'était une présentation sur la santé en général, qui correspond à mon point de vue. Certains pourraient avoir un discours beaucoup plus négatif. Parfois, on entend, oui, mais on a une régression même de l'espérance de vie ou une stagnation. C'est vraiment des points de détail. Si on voit sur les 30 dernières années, il y a vraiment très, très régulièrement une augmentation de l'espérance de vie. Alors, pour parler des maladies dont on peut craindre le retour, on pense à ce moment-là en termes de maladies infectieuses, bien entendu. Moi, la première dont je vais parler, c'est le paludisme. Peut-être parce que j'ai travaillé sur le paludisme, j'ai tendance à me polariser là-dessus. Le paludisme, il n'y en a plus en France métropolitaine du tout. Il n'y a aucune transmission. Ça ne vous empêche pas d'avoir des malades de paludisme. Vous avez pu prendre l'avion, aller quelque part en Afrique.
revenir porteur du germe sans le savoir et tomber malade ici. Il y a à peu près 10 000 personnes, 10 000 malades par an en France de paludisme. Et même encore quelques décès. Hein. Il y a 10, 20 à 30 décès par an de paludisme de gens qui ont été traités trop tard ou le diagnostic n'a pas été fait. Mais il n'y a pas de transmission, sauf en France, sauf en Guyane, qui fait partie de la France. Et en Guyane, il y a effectivement une transmission tout à fait persistante. Alors, cette maladie est une maladie non pas disparue, mais en tout cas dont la transmission n'existe plus ici. On me dirait, bon, finalement, elle n'a jamais existé. Pas du tout. On a été une zone de transmission de paludisme. Ceux qui ont un peu de souvenirs lointains peuvent se rappeler que la région des Dombes, donc au nord de Lyon, c'est une grande zone de transmission du paludisme, des fièvres des marais, encore au XVIIIe et XIXe siècle. Ceux qui ont vu le film Ridicule, je ne sais pas s'ils s'en rappellent, le personnage principal vient justement à Versailles pour obtenir des moyens pour lutter contre la fièvre des marais. Ce n'est pas du tout une légende cinématographique, c'était une maladie très présente. Le paludisme était transmis, il y avait une transmission qui existait jusqu'à Amsterdam. Donc très très au nord, dans un climat beaucoup plus froid que celui d'ici. Et puis il y avait une transmission dans une partie de la France, jusque dans les années 1950, qui était la Corse. Aujourd'hui, il n'y a plus de transmission. En fait, ce n'est pas le moustique qui a disparu, ce n'est pas le vecteur. Ce qui a disparu, c'est l'homme qui arrive pour infecter le moustique. Est-ce que demain, il ne reviendra pas un homme, une femme, porteur du germe, pouvant infecter le moustique et entraîner une petite transmission? Ça peut très bien arriver. Mais ça restera une transmission très très limitée du fait que le diagnostic sera rapidement fait et que des mesures seront prises. Autrement dit, aujourd'hui, la zone de transmission du paludisme s'est complètement réduite en surface, et pas parce qu'on s'est refroidi, on est plutôt dans une période chaude, en tout cas comparée au 19e siècle, mais parce que les conditions sanitaires, pas les conditions environnementales, les conditions sanitaires, le portage de parasites a disparu. Et des exemples équivalents peuvent apparaître aussi. On a beaucoup parlé des maladies transmises par des Aedes. Alors c'est le fameux moustique tigre qui fait très peur. Il n'est pas plus tigre que vous et moi, mais il a un aspect tigré. Alors évidemment, quand on est journaliste, moustique tigre, on le voit tout de suite méchant avec des grandes dents. Ça fait beaucoup plus peur que de l'appeler un Aedes. Est-ce qu'il peut transmettre? Oui, il peut transmettre. Est-ce qu'il y a vraiment une transmission de dengue actuellement en Europe occidentale? Pendant l'été, j'entends bien. À ma connaissance, il n'y en a pas eu. Il y a eu d'autres maladies virales qui ont pu se transmettre, mais à très faible taux. Mais à ma connaissance, il n'y a pas eu de cas identifiés en France de transmission autochtone. C'est-à-dire tous les individus qui ont été diagnostiqués, soit avec de la dengue, soit avec du chikungunya, revenaient d'une zone tropicale où ils s'étaient infectés. Je dis à ma connaissance parce que c'est des sujets un peu mouvants, et puis on peut se dire non, mais tu n'as pas su, mais en réalité, en 2017, il y a eu 3 cas. C'est possible. Disons, si ça existe, c'est des cas absolument marginaux, tout à fait limites. Est-ce que dans l'avenir, dans des bonnes conditions climatiques, des conditions climatiques, c'est-à-dire de chaleur, il faut de la chaleur pour que les moustiques se reproduisent bien, de l'eau, de la pluie, ça, il y en a toujours assez d'eau, mais surtout, auquel s'ajoute l'intensité des voyages. C'est-à-dire que comme énormément de personnes voyagent d'ici dans les pays tropicaux et reviennent sur des séjours très courts, en quelques heures d'avion, donc peuvent revenir porteurs de l'agent infectieux sans être déjà malades, est-ce que dans l'avenir, on ne peut pas voir apparaître quelques cas sporadiques de dengue ou de chikungunya? Ça, je ne l'exclus pas. Ça peut très bien arriver. Voilà. Mais ce ne sera pas la catastrophe sanitaire. Hein, ce n'est pas le truc, hop, il y a un monsieur qui arrive dans les Landes, par exemple, qui est porteur du virus de la dengue, qui entraîne 5 cas autour de lui, et puis après, tout le sud-ouest de la France est touché par la maladie. Non, ça restera très localisé. Dans le pire des cas, le premier diagnostic n'est pas fait, mais très rapidement, dès que quelques cas qui ressemblent se passent sur un espace, se situent à peu près au même moment et sur un espace réduit, ça crée un déclic chez les médecins qui sont amenés à les voir. Et puis, à ce moment-là, le diagnostic est fait très très vite, surtout que les moyens de diagnostic aujourd'hui permettent d'aller très très vite. Par les techniques de PCR, on fait très vite les diagnostics. Donc, on ne peut pas exclure l'arrivée une fois de petites bouffées épidémiques de ce genre de maladie virale. Ce sera davantage lié à la quantité de personnes qui voyagent d'ici vers les pays tropicaux et des pays tropicaux vers ici, enfin à leur retour ou à leur venue de pays tropicaux, que à l'évolution du climat.
Et ce n'est pas à mettre sur le compte des immigrés. Il faut faire très attention quand on parle de santé parce qu'on stigmatise très facilement les personnes. Les personnes qui peuvent revenir avec ce genre d'agents infectieux, c'est les personnes qui prennent l'avion. Donc les personnes qui prennent l'avion, ce n'est pas les immigrants clandestins. Les immigrants clandestins ne peuvent pas amener ce genre de maladie tout simplement parce qu'ils mettent longtemps pour voyager et donc la maladie se déclenche avant qu'ils arrivent ici. C'est un peu cynique à dire, mais c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Alors, à côté de ça, il y a une maladie aussi dont on parle beaucoup, qui est évidemment pas du tout liée au climat, c'est la tuberculose. La tuberculose était un fléau, mais absolument colossal, dont on n'a plus idée aujourd'hui, dont ont idée encore ceux qui ont mon âge, parce qu'ils se rappellent qu'à l'école primaire ou même au collège ou au lycée, c'était la grande hantise. On nous faisait passer des radios tous les ans, les enseignants les surveillaient beaucoup. Mais à juste titre, dans les années 50, c'était absolument un fléau qui a été presque totalement maîtrisé, à la fois par la vaccination, par le traitement efficace par les antibiotiques antituberculeux des individus porteurs de tuberculose et par les conditions générales de vie qui sont bien meilleures, les personnes mangent mieux, sont en meilleur état, l'habitat est bien meilleur, il y a beaucoup moins de promiscuité, ce qui fait qu'aujourd'hui la tuberculose, en France, je ne parle pas dans le monde entier, est devenue une maladie rare, les nouveaux cas de tuberculose. Alors il y a eu une reprise de tuberculose avec le développement du VIH, oui, parce que les personnes immunodéprimées qui rencontrent le bacille de la tuberculose ont en tout cas une grande probabilité de développer la tuberculose maladie. C'est du passé, ça aussi. C'est 1985-2000, avant qu'il y ait une large utilisation des antirétroviraux. Aujourd'hui, les personnes qui sont infectées par le VIH, qui le savent et qui sont soignées, ne sont pas plus tuberculeux que les autres. Évidemment, s'ils ne le savent pas, s'ils ne sont pas soignés, et parfois on tombe dans des populations très marginales, ça peut être les populations dans les prisons, ou effectivement là des populations de migrants clandestins, il peut y avoir des cas de tuberculose. Mais ça reste très très limité. Le dernier chiffre de tuberculose que j'ai trouvé, 2015, 5000 nouveaux cas pour toute la France en une année. 5000 nouveaux cas pour toute la France en une année. C'est rien. C'est 50 cas par département. C'est rien du tout. La plupart groupés en région parisienne et un petit peu vers Marseille et Nice. Les personnes qu'on trouve aujourd'hui affectées par la tuberculose sont en partie issus de l'immigration, en partie des gens très marginaux, donc toxicomanie, prison, il y a un échange qui se passe par là, mais ça devient quelque chose qui est donc très rare et, coup de chance, en France, une prise en charge de la tuberculose qui est remarquablement efficace, c'est-à-dire les personnes sont vraiment prises en charge, sont hospitalisées, sont très bien traitées et on a des très très bons résultats. Il y a aussi un peu la hantise de la tuberculose multirésistante aux antituberculeux. Il y a une partie du monde où il y a de la résistance aux antituberculeux. Ce n'est pas ici. C'est en particulier dans l'ancienne URSS où il y a beaucoup de tuberculose, en partie liée aux mauvaises conditions de vie, en partie liée à l'alcool et avec des traitements insuffisants qui sélectionnent les germes multirésistants. Donc, ça existe, la tuberculose multirésistante. Il ne faut pas raconter que tout est bien, mais en France, c'est absolument l'exception. Parmi les 5000 cas de tuberculose annuels, il y en a peut-être 10 qui correspondent à une tuberculose multirésistante. Autre maladie, enfin, maladie à peine maladie entre guillemets, dont on parle, la gale. Alors la gale, c'est rien du tout, c'est un ectoparasite, c'est un parasite externe, c'est un acarien qui se balade dans votre peau. Je souhaite à personne d'avoir une gale, mais ce n'est pas une maladie qui met en jeu votre vie, ni qui a des conséquences graves. Il y a des exemples historiques de gale catastrophiques, des gens qui arrivaient même à mourir de la gale, mais ils mouraient aussi parce qu'ils ne mangeaient pas. Donc ils ne mangeaient pas et en plus de ça, ils avaient la gale. L'ensemble les emportait. C'est de l'histoire, ça, ce n'est pas du tout ce qui se passe ici. Mais il y a effectivement de la gale. Et apparemment, son incidence est plutôt en augmentation. Ça se transmet relativement bien, la gale. Alors, ce n'est pas en serrant la main de quelqu'un qui a la gale que vous attrapez la gale. Mais si vous passez la nuit avec la personne, oui, enfin dans le même lit. Donc, il y a un échange de gale qui se passe, en particulier dans la population SDF, de personnes qui sont amenées à plus ou moins soit à dormir ensemble, soit à faire des échanges de sacs de couchage, de couverture. Et c'est comme ça qu'il y a des cas. On n'a pas de nombre vraiment complet, on n'a pas un nombre exact sur le nombre on n'a pas la notion du nombre de cas de gale en France parce que ce n'est pas une maladie à déclaration obligatoire. Mais bon, voilà,
effectivement, toutes les observations vont dans le sens d'une augmentation relative de la gale ces dernières années. On est arrivé, on parle de 350 cas pour 100 000 habitants. 35 pour 10 000, 3,5 pour 1000. Ça reste quand même assez marginal, mais effectivement, on peut rencontrer la gale. Après, quand il y a des réactions complètement hystériques, du style on a fermé toute une maison de retraite parce qu'on a trouvé un vieillard avec de la gale, voilà, là il y a quelqu'un qui n'a pas fait son travail, qui n'a pas dit écoutez, la gale c'est pas grave, on la traite, c'est un traitement externe ou interne par l'ivermectine, c'est pas grave, et une fois que c'est traité, on en est débarrassé. Il ne faut pas faire d'un excès de préoccupation sur cette maladie. Une maladie qui est aussi un peu en augmentation et qui va probablement continuer à augmenter, c'est la maladie de Lyme, qui crée aussi beaucoup de fantasmes. Donc la maladie de Lyme, c'est cette maladie que nous transmet des tiques. Donc c'est une borrelia qui est transmise par les piqûres, la morsure de tiques. Et c'est une maladie qui est plutôt en augmentation, sans qu'on sache très très bien pourquoi. On trouve comme explication, mais c'est des explications, disons, on se dit c'est probablement dû à ça, mais on n'a pas la preuve. D'une part, il y a une augmentation des populations de cervidés dans les forêts, et les cervidés n'abritent pas l'agent infectieux, mais abritent les tiques, et les tiques des cervidés éventuellement vont nous mordre, nous êtres humains. D'autre part, de plus en plus de forêts, il y a la surface forestière en Europe de l'Ouest n'est pas du tout en régression, elle est en augmentation considérable. Donc dans la forêt, il y a les cervidés, et on va se promener dans la forêt pour le plaisir de marcher ou pour ramasser des champignons, et c'est éventuellement comme ça qu'on attrape la maladie de Lyme. Bon, en tout cas, effectivement, elle augmente. Elle est d'un diagnostic pas très très facile parce que c'est une maladie cliniquement très diverse. Il y a parfois des personnes qui se préoccupent trop. C'est une maladie qui crée un peu des phobies. Des gens, j'ai été mordu par une tique, donc il faut absolument me soigner, donner un traitement antibiotique. Il y a des médecins qui ne savent pas dire tout de suite non. Une morsure de tique, c'est une situation banale. Il n'y a que 1% des tiques qui sont porteurs des borrelia. Donc ce n'est pas parce que vous avez été mordu une fois par une tique que vous êtes malade. Il y a des médecins qui rentrent un peu dans le jeu et qui entretiennent la phobie. Il ne faut pas trop s'énerver là-dessus. Mais c'est effectivement une maladie en augmentation. Et en augmentation, pas dans toute la France, mais quand même une grande partie du territoire français, en gros de l'Alsace au Massif central en passant par la Bretagne, les zones à la fois un petit peu humides, un peu fraîches. Ce n'est pas sur la région méditerranéenne. Voilà. Et puis, dernier point, après je pense que ce serait mieux que vous ayez un petit peu la parole, surtout pour me contredire, ça me fait plaisir. C'est les vaccinations, et au moins sur une maladie où on a un déficit en vaccination chez quelques-uns, c'est la rougeole. Alors, pareil, les gens de ma génération n'étaient pas vaccinés contre la rougeole, et on trouvait ça normal, de toute façon le vaccin n'existait pas, et puis on disait tous les enfants font la rougeole, ça c'est vrai, dans une population donnée, une génération donnée, tous les enfants font la rougeole tôt ou tard, et puis c'est comme ça, il n'y a pas à en pleurer là-dessus, il n'y a pas vraiment de traitement. Sauf que la rougeole, c'est une maladie qui tue, et qui ne tue pas de manière exceptionnelle. En gros, c'est un rougeoleux, dans les bonnes conditions de vie, un rougeoleux sur 1000, un enfant atteint de la rougeole sur 1000 va décéder de la rougeole ou garder des séquelles graves en type d'encéphalite. Donc sa vie est foutue. Donc depuis peut-être 20 ans maintenant, le vaccin anti-rougeole est systématique et il a entraîné la disparition de la rougeole. Très bien, superbe, magnifique. Sauf que on voit que sur les 8 dernières années, il y a eu 25 000 cas de rougeole en France. Alors, pas 25 000 dans l'année, hein, c'est 25 000 sur les 8 dernières années et accompagné de 10 décès quand même. Donc voilà, la rougeole, c'est une maladie. Quand on ne vaccine pas, elle réapparaît. Et on a actuellement c'est pas vraiment des foyers, mais des petites zones où la rougeole réapparaît. Là, c'est rien à voir avec le changement climatique. C'est des parents qui ont pas voulu vacciner leurs enfants pour des raisons un peu idéologiques, qui ont la hantise de la vaccination. En termes de probabilité, c'est sûr que leur enfant va faire la rougeole. C'est effectivement le plus probable, c'est qu'ils feront qu'une maladie bénigne et s'en sortiront bien. Pour les 10 qui sont décédés, c'était moins bien. Donc je pense qu'il vaut beaucoup mieux vacciner. Voilà. Et puis dernier point, les maladies, terriblement contagieuse. La rougeole est aussi très contagieuse. Mais il y a des maladies terriblement contagieuses et pour lesquelles on n'a aucune immunité. C'est ces fièvres virales qui ont plusieurs noms, dont la fièvre de Marburg et puis la fameuse fièvre Ebola qui a sévi en Afrique de l'Ouest il y a 3 ans.
Ça, c'est terriblement transmissible, hein. C'est-à-dire que c'est des virus qui ont une circulation sauvage, souvent par les singes, par des rongeurs aussi. Sachez qu'on ne sait pas toujours par où ça circule. Mais bon, voilà, il y a un humain qui est contaminé. Pour une raison ou pour une autre, ça peut être en maniant de la viande de brousse, ça peut être en maniant un cadavre d'animal, un enfant qui trouve un animal mort dans la brousse et qui touche le cadavre. Il y a un cas humain qui tombe malade très très vite, fièvre, décès très très vite, en moins d'une semaine, souvent c'est 3-4 jours. Et le cadavre, enfin celui qui vient de mourir, est souvent l'origine de contagion dans la proximité immédiate, familiale, à travers les soins que va apporter l'entourage, à travers aussi les pratiques mortuaires, d'être proche du corps, de le baigner, de le toucher. Et les cadavres sont dangereux donc pendant quelques heures. Alors, cette maladie, elle a explosé en Afrique de l'Ouest il y a 3 ans, donc ce n'était pas du tout pour rigoler, hein, parce que je crois qu'on a eu, dans un pays comme la Guinée, à peu près 9000 morts par Ebola. Je donne le chiffre avec précaution, je ne suis pas tout à fait sûr du chiffre. En tout cas, voilà, ça tue vraiment. Tout ça sur un temps qui est court, hein. Et puis, surtout, au moment où vous développez la maladie, le moment où vous êtes mort, tous les malades ne meurent pas, mais le taux de mortalité est élevé et tout ça se passe sur un temps très très court, en tout cas moins d'une semaine. Donc est-ce que ces maladies pourraient arriver ici? Oui, elles peuvent arriver et elles créent beaucoup de panique, hein. Quand on sait que quelque part il y a la fièvre de Marburg ou lorsqu'il y avait eu le SRAS, le syndrome respiratoire atypique, ça crée énormément d'inquiétude. Et oui, il peut y arriver un cas ici. Et un cas ici peut entraîner quelques cas autour, mais ça s'arrêtera là. Oui. C'est arrivé d'ailleurs avec la fièvre Ebola, une infirmière est rentrée. Oui, mais elle n'a pas entraîné de cas autour d'elle. D'accord. Il y a eu plusieurs individus qui sont rentrés en Europe ou en Amérique du Nord porteurs d'Ebola, mais il n'y a pas eu de transmission dans leur entourage. Il y en a qui sont morts, il y en a qui ont survécu, mais il n'y a pas eu de transmission tout autour. Mais là, il n'y a pas eu de transmission parce que c'est du personnel soignant qui était déjà dans l'épidémie. Donc quand ils sont arrivés, ils ont identifié, connus, on savait qu'ils avaient maladie. Ils ont été mis en isolement dans les services infectieux. Dans toutes les grands hôpitaux universitaires, il y a au moins une salle d'isolement extrêmement stricte, en pression positive, etc. Négative, donc l'air rentre et ne ressort pas, etc. Donc un cas connu, un malade connu ne va probablement pas entraîner des cas tout autour de lui. Celui qui pourrait entraîner des cas, c'est celui qui rentre ici, qui n'est pas malade, qui déclenche la maladie quelques heures après son arrivée ici. Bon, il rentre d'un pays tropical, et il a de la fièvre, il est chez lui. D'abord, tout le monde va penser que c'est du paludisme, à juste titre, et il va contaminer son conjoint, ses enfants et le médecin qui vient le voir. C'est pas arrivé, hein, mais ça peut arriver. Ceci étant, ça fera 10 personnes contaminées et 4 morts. Alors ça créera une panique, enfin en tout cas un mouvement très émotionnel, et ça s'arrêtera là. Pourquoi ça s'arrêtera là? Ça peut pas parce que tout de suite le diagnostic sera fait, et les personnes malades et les personnes contacts seront mises tout de suite à l'isolement. Au prix d'un peu de perturbation sociale, hein, parce que les réactions irrationnelles viennent très très vite dans ce cas-là. Mais au total, ça marche. Voilà. Écoutez, un petit mot sur l'hépatite B, parce que parfois on s'étonne pourquoi il faut vacciner contre l'hépatite B. On estime actuellement qu'il y a 280 000 personnes vivant en France porteurs du virus, dont une bonne partie ne le savent pas. Donc là, pareil, l'hépatite B, mieux vaut être vacciné que pas l'être. On peut passer toute sa vie sans rencontrer le virus. Il est surtout à transmission sexuelle, mais la sexualité n'est pas un truc rationnel. Donc on peut aussi ne pas être vacciné, rencontrer quelqu'un qui vous plaît et attraper le virus de l'hépatite B. Donc mieux vaut être vacciné. Voilà. Merci, docteur. Ça, c'était juste votre introduction. Vous avez entamé je l'ai largement entamé, oui, très largement. Oui, alors je vais faire intervenir très bien. Le public, enfin j'espère. Avez-vous des questions sur ce premier grand thème, sur cette grande introduction? Des réactions? Non, n'hésitez pas, hein. On abordera de toute façon dans la conférence le cas des acteurs des secours, certainement plutôt en fin de conférence. On peut en parler tout de suite? On peut en parler tout de suite. Alors on va en parler tout de suite parce que j'imagine que ça vous intéresse et je vois des sauveteurs dans la salle. Donc on vous écoute, docteur. Alors, merci. Pour le personnel
travaillant dans les secours, est-ce qu'il y a un risque de contamination? Oui, il existe. Est-ce qu'ils sont souvent contaminés? Très rarement. Mais justement parce qu'ils sont sensibilisés au risque. C'est en ça qu'ils ont le risque, mais ils sont sensibilisés, donc ils sont rarement contaminés. Alors, hépatite B, c'est le bon exemple. Aujourd'hui, normalement, toute personne qui travaille dans la santé, d'une manière ou d'une autre, doit être vaccinée contre le virus de l'hépatite B. C'est une prévention du risque de contamination. La santé et le secourisme, hein, tout le monde doit être vacciné contre l'hépatite B. La gale fait très peur. Encore une fois, on ne l'attrape pas en touchant. C'est pas quand on touche un SDF qu'on va attraper la gale. Et vous pouvez vous occuper d'un SDF sans passer la nuit avec lui. Mais je vois que beaucoup de personnes ont la hantise de ça. Et dès qu'ils voient quelqu'un, effectivement, qui n'est pas bien propre, en mauvais état, toujours les personnes ont des gants, peut-être même un peu trop souvent. En tout cas, avec les gants, ils ne peuvent certainement pas attraper la gale. L'acarien ne va pas passer à travers. On a eu des cas de gale quand même. Oui, mais assez régulièrement, je dirais. Alors, je sais mais les cas de gale, c'est plutôt une personne contaminée par la gale dans un hôpital de long séjour. C'est souvent comme ça. Et là, il peut y avoir des cas qui apparaissent. D'accord. Beaucoup moins chez les primo-intervenants? Pas chez la personne qui fait des secours dans la rue. Voilà, c'est pas ça. Encore une fois, on ne peut pas affirmer que c'est jamais arrivé. Mais c'est exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Après, autre maladie, le paludisme, évidemment. Si vous allez dans une zone de transmission, il faut s'en protéger. Que vous soyez secouriste, soignant ou pas soignant, vous êtes au même risque que tout le monde. Et puis, une maladie dont je me suis beaucoup occupé ces derniers temps, c'est le choléra en Haïti. C'est une maladie quand même très transmissible, hein, le choléra. Au tout début de l'infection par le choléra en Haïti, donc à l'automne 2010 et début 2011, il y a eu quelques cas dans le personnel soignant. Il y a au moins une dame américaine qui est rentrée aux États-Unis avec le choléra, mais il n'y a pas eu de cas autour d'elle. Elle est rentrée avec son choléra, elle a été soignée et on n'en parle plus. Et après, sur Haïti, par exemple, où vraiment le germe du choléra est très très présent, où des milliers de personnes, haïtiens ou du personnel humanitaire expatrié, ont travaillé ces dernières années sur le choléra, eh bien ces personnes n'ont pas attrapé le choléra. Et sans avoir été vaccinées, parce qu'autrefois on vaccinait systématiquement, maintenant la vaccination contre le choléra a été beaucoup remise en cause, donc le personnel soignant, soignant au sens le plus large, hein, le personnel qui s'occupait du choléra, la plupart du temps n'étaient pas vaccinés contre le choléra, et pour autant ils ne l'ont pas attrapé. Et là on retombe pareil, personnel sensibilisé au risque de choléra, faisant attention. Les mesures de précaution sont très simples, hein, c'est des mesures d'hygiène absolument basiques, et de fait, pas de transmission de choléra. Pareil, ça ne veut pas dire si vous rencontrez quelqu'un qui a du choléra qu'il faut... si, ça veut dire si vous rencontrez quelqu'un qui est suspect de choléra, il faut faire attention. La première chose, éventuellement porter des gants. Si on n'a pas de gants, c'est pas grave, mais se laver les mains. Voilà, si on se lave les mains, on ne se transmet pas le choléra ni à soi-même, ni à son entourage. Donc c'est peut-être à chaque fois le plus important, c'est l'information sur les modalités de transmission et sur le risque. Et les personnes informées échappent au risque, au moins pour le choléra. Pour le paludisme, le moustique, il est quand même plus malin que vous, il va quand même vous attraper dans la nuit. Des questions sur les risques que vous encourez en intervention, n'hésitez pas. Le docteur pourra y répondre en direct. Non ? Pas d'inquiétude particulière de la part des formateurs sur ce genre de risque ? Non, je pense que les personnels secouristes au sens le plus large ou personnels travaillant dans tous les services d'urgence, leur premier risque, c'est l'accident sur la voie publique. Parce qu'eux, ils ont un risque important de se faire tuer ou gravement blesser. Mais les risques infectieux, il est vraiment très très bas. Pareil, on ne peut pas dire qu'il est nul, il est bas. Il est bas parce que tout le monde est sensibilisé. Sensibiliser, protéger. Sensibiliser, protéger. Le plus important, c'est la sensibilisation. Oui, d'accord. Très bien. Bon, on passe au thème suivant. Oui, quelques mots sur le réchauffement climatique. Sur l'inquiétude quant au mais je l'ai un peu évoqué déjà quand je parlais de la dengue et quand je parlais du paludisme. Plus on a des étés chauds, de l'eau, on a toujours assez en Europe. Plus on a des étés chauds, surtout pas forcément brûlants, mais chauds sur une longue période, de juin à septembre inclus, plus on a une probabilité de développement de moustiques en général et d'anophèles, parce qu'il y a des anophèles en Europe, et d'Aedes.
et il y a également des AEDS, et plus il y en a, plus il y a une probabilité de transmission. Encore une fois, jusqu'à maintenant, ça reste très très faible. Enfin, il n'y a pas actuellement de transmission. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas dans le futur. Pour l'instant, il n'y en a pas. Et il faut comparer ça avec notre situation où au 19e siècle, le paludisme était, et même jusqu'à la moitié du 20e siècle, le paludisme était transmis en Europe. Et ce n'est pas parce qu'il faisait plus chaud, c'est parce que les conditions de vie et d'éducation étaient différentes. Et même la fièvre jaune s'est probablement transmise à Valence en Espagne, hein, pas le Valence en France, au 19e siècle. Tout simplement, Valence, c'est un port, et il est probablement arrivé des bateaux d'Afrique, porteurs et des AEDS et d'individus porteurs du virus, et une transmission des petites épidémies locales. C'est pas parce qu'il faisait plus chaud, c'est parce que les conditions étaient favorables. Donc, encore une fois, affirmer qu'il n'y aura jamais aucune transmission de ces maladies ici, ce serait stupide. Mais il n'y a pas d'inquiétude majeure à avoir. Vous trouverez, si vous faites la littérature scientifique, des personnes qui font des cartes simplistes sur la transmission du paludisme ou la transmission de la fièvre jaune, et qui disent, bon, la transmission actuelle, elle est dans telle et telle aire qu'on caractérise par telle température moyenne. Si on augmente la température moyenne de 1 degré, hop, la surface augmente. Alors, ça devient très craignant. Et puis, on va rapidement arriver jusqu'en Europe. C'est de la mauvaise épidémiologie. C'est de l'épidémiologie pour faire peur aux gens, mais c'est pas du tout sérieux. Ça part du principe que ces maladies sont uniquement liées à l'environnement. En fait, elles sont liées totalement à l'environnement, par l'intermédiaire des vecteurs, mais aussi totalement liées au comportement humain, qui sont absolument fondamentaux. On est sur quelle durée on est sur quel nombre d'années? 50 ans, 100 ans? Quand vous parlez d'augmentation... Quand on parle du réchauffement climatique et de la santé, on réfléchit à 20 ans ou 30 ans. Hein, D'accord. On est mortel. D'accord. Et si on dépasse un petit peu ces 20 ans ou 30 ans, est-ce qu'on a un risque dû au changement climatique? Eh bien, écoutez, quelqu'un de sérieux vous dira qu'il ne sait pas. Je crois vraiment, on ne peut pas dire, on ne sait pas. On ne sait pas du tout. C'est très compliqué, les histoires d'évolution climatique, et je ne me prends pas pour un climatologue, mais regardez que ce n'est pas parce qu'il y a une augmentation de la température moyenne, par exemple de 1 degré dans une région donnée, que tout devient beaucoup, beaucoup plus chaud. C'est très net. D'un point de vue d'un climatologue, c'est très important, 1 degré d'évolution. Sur la perception humaine, ce n'est pas du tout évident. Oui, puisqu'on parle de moyenne. C'est qu'une question de moyenne. Et d'autre part, très souvent, on associe l'évolution climatique à un assèchement, à la disparition des pluies. Ça n'a aucun sens. Il y a des tas d'endroits où l'augmentation moyenne du climat aurait plutôt tendance à augmenter la pluviosité. Ce qu'on peut dire, c'est que le paludisme, il a été découvert, identifié pour la première fois à la fin du 19e siècle au nord de l'Algérie. Et aujourd'hui, au nord de l'Algérie, il n'y a plus de paludisme. Qu'au Maroc, il y avait du paludisme jusqu'en 1970, et il n'y a plus de paludisme maintenant au Maroc. Ce n'est pas parce qu'il fait plus froid au Maroc aujourd'hui qu'il y a 40 ans. C'est parce que les Marocains ont traité leurs malades porteurs du paludisme et ont des mesures d'hygiène tout à fait solides qui a arrêté la transmission du paludisme dans leur territoire. Donc ce n'est pas le climat qui a été essentiel, ça a été les humains. À partir de quelle augmentation de la température on pourrait devenir inquiet? Ça aussi, c'est une question. Je refuse de vous répondre parce que ça n'aurait pas de sens. Non, on ne sait pas. On ne sait pas du tout. On sait pas du tout. Une transmission du choléra n'est pas liée à la température. Donc le choléra, ça n'a rien à voir avec la température. Il pourrait y avoir du choléra au Groenland. Il y avait du paludisme à Amsterdam. Et Amsterdam, ce n'est pas connu pour ses étés très chauds et c'est connu pour ses hivers très froids. Donc vous voyez que le lien avec le climat, on ne peut pas le supprimer et dire qu'il n'existe pas. Mais il est quand même très très difficile à modéliser. Très bien, merci. Des questions sur le climat? Non. Ouais. Vous avez été très clair et exhaustif. Ou alors j'ai trop parlé. C'est possible aussi. Non, tout le monde a les yeux ouverts. Non, ça suit, ça suit. Voilà. Si, alors une petite chose sur les réponses qui peuvent être apportées. C'est pas mon activité principale, mais par exemple, je donne un coup de main aux équipes de Croix-Rouge de réponse d'urgence à l'extérieur du territoire national. Bon, c'est pour une activité bénévole, c'est pas mon activité principale. Ce genre d'équipe, c'est formé de personnes compétentes et peuvent être amenées à être déployées
effectivement en réponse à une urgence. Elles ont été déployées avec les équipes des hôpitaux. Hein. Il n'y a pas eu du tout que la Croix-Rouge. Ça a été largement déployé en réponse à l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Donc on a cette capacité technique et humaine, cette volonté de répondre. Hein. Il y a eu il est bien celui avec son klaxon. Là. Oui. Il y a eu vraiment une forte réponse, une forte volonté de réponse du personnel de santé à la fièvre Ebola. Après tout, on pourrait se dire, au début, les premières descriptions étaient terribles. On nous avait même expliqué, vous partez là-bas dans des tenues les plus basiques, parce que de toute façon, on brûlera tous vos vêtements au retour. Dire, vous devez traverser l'aéroport de Roissy tout nu. Non, mais on vous mettra un sac de pommes de terre sur le corps. Enfin, c'était du délire. C'était le discours qu'on avait au tout début, donc ça a pu faire peur à certains. Malgré tout, il y a eu des milliers de professionnels de la santé qui se sont portés volontaires pour y aller et des centaines qui y sont allés, et dans des conditions de travail difficiles. Donc, vous voyez, il y a une capacité de réponse, en tout cas pour quelque chose qui est très aigu et qui fait très peur. Pour quelque chose qui est beaucoup plus chronique. Et sur le choléra, pareil, il y a eu une grosse réponse aussi, sur le choléra en Haïti. Par contre, quand c'est quelque chose de très chronique et qui ne fait pas peur pour ici, la réponse est plus difficile. C'est plus difficile de créer l'enthousiasme pour aller s'occuper des lépreux à Madagascar. Mais les Malgaches savent s'occuper de leurs lépreux. Ce n'est pas sûr qu'il faille y aller, quoi. Voilà. Toujours pas de questions ? Il y a eu aussi cet épisode de peste à Madagascar au mois de septembre dernier, donc tout récemment, il y a 6 mois. En fait, l'épisode de peste à Madagascar a été un peu surmédiatisé, parce qu'il y a de la peste chaque année à cette époque-là de l'année à Madagascar. Alors, au lieu des 500 cas habituels, il y en a eu 1000. Connaissant l'imprécision des données sanitaires, on était en fait dans la même fourchette. Peut-être que ça a impressionné sur place parce qu'il y a une transmission qui est arrivée un peu plus explosive, avec la crainte qu'au lieu qu'il y en ait 1000, il y en ait 2000, 3000, que ça continue à augmenter. Il y a eu une réponse aussi. Avant tout, les soignants et les personnes expérimentées sont les médecins malgaches, les soignants, les infirmiers malgaches, mais il y a eu une réponse aussi de l'Institut Pasteur ici, qui travaille également à Madagascar. Il y a eu une réponse des organismes de Croix-Rouge, peut-être d'autres acteurs humanitaires comme MSF. Je ne suis pas sûr qu'ils aient fait pour la peste, mais en tout cas, ils sont capables de le faire. Donc, il y a des instruments de réponse pour quelque chose qui touche notre sensibilité et qui fait un peu peur. Encore une fois, c'est quand c'est chronique et que c'est à bas bruit, là, c'est plus difficile de mobiliser. Je ne m'attendais pas à ce qu'on parle de la peste. Quand on parle de peste en France, enfin moi c'est le sentiment que j'ai en tout cas. Alors on ne parlait pas de peste en France effectivement. Hein. Non mais en tout cas, il peut y en avoir. Il peut y en avoir, j'ai l'impression qu'on parle d'un âge totalement révolu moi, quand on parle de peste. Écoutez, à ma connaissance, les derniers cas de peste à Paris, c'est 1930. Donc vous n'étiez pas né, mais c'est pas si vieux que ça. Et c'était la peste des chiffonniers, qui est quelque chose, c'est le vrai mot, hein, c'est-à-dire en fait les ballots de tissu arrivent en contenant des puces, et les puces contiennent le germe de la peste, et les puces sortent du ballot de tissu et vont contaminer les personnes qui déballent les ballots de tissu. Alors aujourd'hui, le trajet des vieux tissus va plutôt dans l'autre sens, plutôt d'ici vers les pays du Sud. Donc il n'y a pas trop ce problème-là. Mais il y a eu au moins quelques cas d'une chose équivalente de peste des chiffonniers, mais dans une condition un peu particulière, à Oran il y a 10 ans. Mais ça n'a pas pris une envergure très importante. Il y a eu... Parce qu'on sait le traiter ? Parce qu'on s'en est aperçu. Le premier cas est mort, mais les cas suivants ont été traités, ils ne sont pas morts. Voilà, donc ça n'a pas pris une grande ampleur du tout. Un cas, c'est rien. Ouais. Je ne fais pas du cynisme quand je dis que le premier cas est mort, c'est pas grave. Oui, c'est comme ça, c'est pas grave. Du moment que ça prend pas un aspect d'un point de vue épidémiologique, c'est effectivement. C'est rien. C'est rien. C'est le premier cas. Voilà. Mais la peste. Ce qui est plutôt étonnant, c'est qu'il n'y en a par exemple pas eu pendant la guerre de Yougoslavie il y a 20 ans. Il y aurait pu y en avoir. Il n'y en a pas eu. Mais il y aurait pu y en avoir. C'est dans les conditions comme ça de déstructuration, de mauvaises conditions de vie, enfin, pire que mauvaises conditions de vie, de guerre, de conflit, de pullulation des rongeurs. Il y aurait pu y en avoir.
Si demain on est en état de guerre, nous on aura le droit de retrouver de la peste, du typhus et tout ça. Mais c'est parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus rien qui fonctionne, en tout cas plus rien qui fonctionne normalement. Donc, les guerres sont des terrains favorables à la réapparition de ces maladies qu'on pensait éradiquer. Ah, voilà, elles ne sont pas éradiquées, elles sont qu'on pensait sous éradiquer. Contrôle. Oui, d'accord. Je crois que la seule maladie... Il n'y a pas de maladie éradiquée? La variole. D'accord. La variole, là, pour l'instant, on peut dire qu'il n'y en a plus. Donc il faut faire une dichotomie entre les maladies qu'on éradiquées, la variole, oui, et les maladies qui sont sous contrôle. Voilà, absolument. Très bien. Toujours pas de questions? Si, ah ben enfin, ça arrive. Hein. Alors, moi je suis étudiante. J'ai une petite question à propos de la grippe. Parce qu'on à propos de la grippe. De la grippe. Parce qu'on la voit souvent revenir et je voulais savoir si dans les années futures, elle serait de plus en plus compliquée à traiter ou à trouver un traitement, des choses comme ça, vu qu'elle est en constante évolution. Écoutez, je ne suis pas virologue, hein, mais ce qu'en disent les virologues, c'est que le virus de la grippe est extrêmement mutant, extrêmement mouvant, ce qui fait apparaître des souches nouvelles chaque année ou chaque 2 ans. Et c'est lié au virus de grippe aviaire. Ce n'est pas les mêmes virus, mais ils ont une proximité. Donc il y a des échanges de matériel. Donc demain, il peut y avoir un virus, une souche virale particulièrement agressive, et ce qui avait créé beaucoup de peur ici en 2008-2009. Mais donc on ne peut pas exclure une grippe particulièrement agressive qui arriverait. Ceci étant, même cette grippe très agressive de 2008-2009, pour laquelle une partie de la population a été vaccinée, mais pas tout le monde, et tout ça, finalement, elle n'a pas fait tant de morts que ça. On en parlait. Dès qu'il y avait un mort ou un suspect de mort, tout le monde en parlait. On oubliait de parler que la grippe traditionnelle fait 15 000 morts par an en France. On l'oublie, ça. Alors, ça ne tue pas tout le monde, ça ne tue pas n'importe qui. La grippe va tuer plutôt quelqu'un pas bien solide, donc la plupart du temps, quelqu'un qui est déjà franchement âgé. En gros, passé 80 ans. Ça tue très bien hein, quand ça rentre dans une maison de retraite. Mais la grippe qui a fait 3 millions de morts dans les pays européens et nord-américains, c'est une grippe, celle qu'on a appelée grippe espagnole, qui était... Et pourquoi est-ce qu'elle est arrivée à ce moment-là de manière aussi terrible hein, là, vraiment, c'était les personnes tombaient comme des mouches, tombaient tout de suite. On est à la fin de la guerre de 14-18. Il y a à la fois des concentrations très fortes de jeunes gens dans les camps militaires, quel que soit le camp allié ou pas allié, hein, peu importe. Ils sont dans des camps militaires, y compris aux États-Unis. Donc, un camp militaire, c'est quoi? C'est des tentes dans lesquelles dorment 20 personnes avec une grande promiscuité. Donc, si l'un est malade de la grippe, ça, c'est sûr que les autres vont toutes les chances de l'être. Et d'autre part, une population dans toute l'Europe qui était en mauvais état alimentaire et en mauvais état général. La guerre a vraiment, cette première guerre mondiale a entraîné, pour la plupart des personnes, moins d'accès à une bonne nourriture, moins de protéines, moins de graisse animale, donc une baisse progressive de l'état immunitaire des défenses. Ce n'est pas par hasard que cette grippe espagnole, dite espagnole, l'Espagne n'y est pour rien, s'est développée à ce moment-là. Aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas craindre spécialement ce genre de grippe, mais bien entendu, il peut revenir un mutant un peu plus agressif une année que l'autre et qui fait un peu plus de morts, ça oui. Mais de là à craindre des milliers de morts dans les rues ou des réactions un peu hystériques J'ai même vu des soignants en 2008-2009 avoir peur de la grippe et ne pas vouloir s'occuper de ces malades-là, de ces suspects. C'est pas normal. Le risque pour le soignant est très très faible. Il peut porter un masque s'il veut, mais le masque, c'est plutôt aux malades qu'il faut le mettre qu'aux soignants. Voilà. Le docteur a répondu à votre question. Merci pour cette question. D'autres questions? J'avais raison d'espérer jusqu'à la fin.
Oui, Jean-Pierre Culzac, je m'occupe de la prévention des risques à la ville de Nîmes, dans le Gard. Oui. Une question concernant la gale. Vous avez parlé du traitement du malade. Oui. Est-ce qu'on doit intervenir, notamment dans le cas des écoles, sur tout ce qui est traitement des rideaux et autres, autres voilures? Pas du tout, pas du tout. Non, la gale, c'est gros, un animal de la gale. C'est un acarien, hein, c'est un truc à 8 pattes. C'est une petite araignée, disons, pour parler très grossièrement. C'est gros. C'est l'animal qui donne la gale, ça fait 2 mm de diamètre. Hein, c'est pas une toute petite chose. Alors, ce sont les œufs les larves qui sont déposées sur la peau et qui vont peut-être passer à quelqu'un d'autre. Donc ça passe par un contact étroit, dormir dans le même lit côte à côte, et éventuellement par le matériel de couchage. Donc des sacs de couchage ou des draps qui sont réutilisés sans être lavés peuvent transmettre, mais pas des rideaux. En principe, on ne s'enroule pas dans les rideaux, même les enfants. Donc non, là, les histoires de désinfection suite à la gale, c'est une confusion qu'ont beaucoup de personnes qui confondent ça avec les méningites et tout ça. On va désinfecter. Non, la gale, il ne faut pas désinfecter. Il faut traiter celui qui en est porteur, qui est à peine un malade, mais qui est gêné par cette infection. Et très souvent, l'entourage immédiat, l'entourage domestique, alors qui a ou qui n'a pas les symptômes, à la limite, comme le traitement est très bien toléré, en particulier le traitement par l'ivermectine, donc c'est un traitement par voie orale, pourquoi pas traiter toute la famille? Voilà. Je crois, même si on traite un peu trop, comme c'est un médicament sans danger, par une seule prise par voie orale, je pense qu'on peut être un peu large. Mais c'est le sein familial, c'est pas l'école. Alors après, il peut y avoir un cas très particulier d'une collectivité, style colonie de vacances ou internat. Mais bon, c'est vraiment une transmission par le matériel de couchage ou par le t-shirt que vous prendriez, qu'aurait le porteur de gale et qui vous donnerait son t-shirt sans le laver. Mais il suffit de le laver à 30 degrés dans la lessive. Voilà, les œufs sont détruits. Hein. Et une deuxième question, on a parlé ces derniers temps de la prolifération des rats, notamment sur Paris. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des risques de transmission de certaines maladies avec cette prolifération? Et puis, vous avez peut-être lu aussi que les spécialistes des rats, dont je ne suis pas, disent que finalement, on est dans une population tout à fait normale, qu'on a vu plus de rats parce qu'il y a eu les inondations, que ça les a fait sortir de leurs terriers normaux. Mais voir plus de rats à l'extérieur ne signifie pas qu'il y a plus de rats en densité de population. Simplement, c'est qu'ils ont été dérangés dans leurs habitudes. Mais votre question, je ne sais pas si vous en avez conscience, mais elle est liée à la peste. Parce qu'on a gardé, à juste titre, l'image que quand on voit beaucoup de rats et qu'on voit des rats morts, c'est un signe de peste. Et ça, c'est vrai. Au XVIIIe siècle ou au XIXe siècle, quand la peste arrivait, elle passait de rongeur en rongeur, d'abord par leurs puces, et les rats mouraient massivement. Donc quand on voyait beaucoup de rats morts dans les rues, alors qu'on ne faisait pas de chasse aux rats, ça veut dire que les rats étaient victimes d'une épidémie. Cette épidémie était probablement la peste, et les puces des rats, n'ayant plus de rats pour se nourrir, passaient chez les hommes. Donc voir des cadavres de rats en grande quantité dans un lieu donné doit créer une alerte. Ça reste vrai actuellement dans des pays comme l'Inde ou l'Iran. Rural, hein, pas à Téhéran même. Mais ce n'est pas le fait de voir un rat courir sur un gazon à Paris. Voilà. Et quelqu'un travaillant sur les rats avait même écrit avec beaucoup d'humour récemment dans Le Monde. En plus de ça, ils ont l'avantage de manger nos saletés. Ils nous servent des boueurs. C'était un peu provocateur, mais c'est assez juste quand même. Donc pas de peur des rats. En tout cas, pas dans le contexte actuel. Après, il y a des maladies transmises par les rats. Hein. Les leptospiroses, c'est une réalité. Mais les gens qui ont une leptospirose, il y a très peu de cas par an. Et les personnes qui attrapent une leptospirose sont les gens qui travaillent, en gros, les égoutiers, d'autres professions, mais qui sont amenés à être à leur contact. Et généralement, là aussi, ils sont bien informés sur le risque de maladie. Merci, docteur. La réponse à votre question, vous l'avez eue? Parfait. Encore un mot, peut-être, docteur? Non, moi, je n'ai pas de mot particulier. On pourrait croire que je suis d'un optimisme béat, mais écoutez, je ne suis pas un optimiste béat, je suis un individu plutôt pessimiste. Mais voilà, on est aujourd'hui en Europe occidentale, donc de la pointe de l'Italie jusqu'à la Finlande, dans un contexte sanitaire très bon, comme on n'a jamais connu, comme l'espèce humaine n'a jamais connu.
Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de maladie, ça ne veut pas dire qu'on ne meurt pas, mais ça veut dire aussi ne nous affolons pas trop quand même. On est dans un contexte qui est pas mal. D'accord. Donc avec une maladie éradiquée, oui. La variole, bon, qui peut revenir parce que c'est un agent... Alors là aussi, si vous faites venir un virologue un peu pessimiste, il va vous dire attention, la variole, il n'y en a plus chez l'homme, mais le virus, en tout cas le cousin du virus, circule en particulier chez les singes, et rien ne dit que le virus de la variole du singe ne revienne pas à un virus humain. Donc, prudence, d'autant qu'aujourd'hui, les jeunes générations, peut-être vous n'êtes pas vaccinés contre la variole. Moi, je suis vieux, je suis vacciné. Donc, je n'attraperai pas la variole. Mais vous l'attraperez peut-être. Mais bon, ça fait 40 ans qu'on se méfie de ça et pour l'instant, on n'a pas de reprise. Le futur, on ne le sait pas. Remarquez que pour ces maladies, tout ce qu'on prédit ne se passe pas. C'est le contraire qui se passe. Personne n'avait prévu le VIH et sa gravité. Personne n'avait prévu un truc moins grave, mais qui a été important, comme le chikungunya à l'île de la Réunion. Quelqu'un aurait parlé du chikungunya à l'île de la Réunion il y a 10 ans, on aurait dit, mais c'est quoi d'abord? On ne sait pas ce que c'est. Bon, ça ne fait rien, tout le monde a été contaminé. Il n'y a quand même pas eu trop de morts. Donc, voilà, les prédictions, généralement, ne se réalisent pas dans ces trucs-là. Et des maladies sous contrôle, c'est le terme. Donc, à surveiller. Aujourd'hui, en tout cas en France, en métropole. Il y a un système de surveillance extrême. Hein. Vous avez l'Agence nationale de santé publique qui fait un très très bon travail, qui est très réactive. Hein. S'il y a un problème quelque part, ils peuvent envoyer quelqu'un tout de suite aller voir ce qui se passe et contrôler. L'Institut Pasteur fait un très gros travail de diagnostic biologique. Il y a des réseaux, le réseau Sentinelle grippe, etc., mais pas que sur la grippe. Il y a des laboratoires de référence, par exemple sur les méningites, et il y en a plus d'un, c'est pas que l'Institut Pasteur. Non, c'est dans le contexte français, ça va, c'est vraiment très 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 surveillé. Hein. Me dire, il y a le contre-exemple. Voilà un contre-exemple, ça a été l'épidémie, l'excès de mortalité quand il y a eu cet été très très chaud qui était, je crois, en 2003. On ne l'a pas vu venir et il y a eu un excès de mortalité vrai, hein, vérifié, en particulier chez les personnes âgées, soit isolées, soit dans les maisons de retraite qui n'ont pas su y répondre. Ben voilà, ça s'est passé parce que ce n'est pas le truc qu'on avait prévu, on n'y avait pas pensé. Mais les choses auxquelles on pense, elles sont quand même pas mal sous contrôle. Je crois qu'on a répondu à l'intitulé de la conférence, oui. La problématique des maladies éradiquées qu'on craint de voir revenir. Ne sont pas éradiquées, mais elles sont quand même bien sous contrôle. Oui, elles sont bien sous contrôle. Il faut dire aussi qu'il y a énormément de littérature scientifique de bonne qualité là-dessus. Donc les personnes qui veulent se renseigner, ça va en pathologie infectieuse et en contrôle. Ce n'est pas les documents qui manquent. Internet, c'est très bien pour ça. Attention à Internet quand même, parce qu'on voilà. trouve ce qu'on cherche. Oui, alors... Et c'est parfois un risque. Il faut savoir un peu faire attention aux sources. Hein, il vaut mieux utiliser les documents de l'Institut Pasteur, par exemple, ou de l'Agence nationale de santé publique, que le Bon Coin. Mais voilà, en tout cas, la documentation ne manque pas. Très bien. Merci beaucoup, docteur. Voilà. Merci à vous d'avoir assisté à cette conférence. Et bon salon. Bon appétit.